Benoît Ferrari, je pense qu'un grand nombre d'entre vous le connaissent. Hein. C'est un écotoxicologue qui a collaboré, je pense, avec pas mal de monde présent ce soir et j'ai la chance de faire partie de ces personnes. Et puis, forcément, il n'est pas inconnu de la sphère lyonnaise, hein, puisque après avoir obtenu en 2000 son doctorat à l'Université de Lorraine à Metz, il a déjà effectué 2 passages dans la région, au sein du laboratoire d'écotoxicologie d'INRAE. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore INRAE, hein, puisqu'il a eu droit au passage au CEMAGREF et au passage à STA. Donc, d'abord comme ingénieur de recherche juste après sa thèse, entre 2000 et 2002, et ensuite comme chargé de recherche contractuelle entre 2008 et 2013. Alors, entre-temps, il a déjà goûté aux joies de la Suisse, hein, puisqu'il a travaillé également à l'Université de Genève comme maître assistant. Et durant son passage dans cette université, il a notamment développé le laboratoire d'écotoxicologie de l'Institut Forel. Du coup, il a eu pas mal d'expériences différentes qui font que ça lui a permis de développer des compétences reconnues en écotoxicologie, notamment concernant le développement d'indicateurs écotoxicologiques d'exposition et d'effet, à la fois pour l'évaluation du risque des substances chimiques, mais également le diagnostic de la qualité des écosystèmes contaminés. Et puis, on arrive à la fin de l'histoire. Hein. En 2013, il est retourné en Suisse pour rejoindre le centre Ecotox. Donc, il va nous présenter au cours de son exposé qu'est-ce que le centre Ecotox. Donc, il a d'abord dirigé pendant 6 ans le groupe écotoxicologie des sols et sédiments, basé à Lausanne. Donc, j'ai eu la chance de passer quelques mois au sein de son groupe et ça a été une expérience vraiment très intéressante. Et depuis 2019, il assure la direction par intérim de l'ensemble du centre, donc qui inclut aussi le groupe écotoxicologie aquatique qui est situé à Liebendorf. Donc, c'est un intérim qui commence à durer, hein, puisque ça fait maintenant près de 2 ans. Et compte tenu de l'ensemble des missions du centre Ecotox qui va nous décrire pendant sa présentation, et puis de par les différentes fonctions et missions qu'il a lui-même assurées dans sa carrière, Benoît possède une grande expertise concernant le transfert des outils et des approches écotoxicologiques vers les utilisateurs finaux. Et donc, il va pouvoir nous éclairer un peu sur les stratégies à mettre en œuvre pour créer ou renforcer les ponts entre la recherche et les acteurs opérationnels. Donc, c'est ce qui va faire l'objet de sa présentation. Et je vais donc à présent lui laisser la parole. Très bien. Merci Stéphane. Merci pour votre accueil, ton accueil et votre accueil en général. Donc oui, je vais essayer, je vais tenter aujourd'hui de vous raconter une histoire en vous présentant un peu le centre Ecotox. Je vais essayer de partager mon écran. Hop. En espérant. Est-ce que C'était bien en plein écran avant. J'étais bien en plein écran? Ouais, là tu ne l'es plus. Okay. Là c'est bon. Donc là on voit juste la slide de présentation. Hein. Ok. Donc, alors, comme je vous le disais, je vais essayer de présenter aujourd'hui un petit peu ce que le. Est-ce que vous voyez ma souris bouger? Oui, c'est bon. Ok, ça marche, merci. Donc, je vais tenter aujourd'hui un petit peu de vous présenter le centre Ecotox. Alors, on ne va pas faire de la science fondamentale, on va rester dans l'appliqué, même le très très appliqué, ce qui est notre mission. Je vais y revenir après. Et tout au long de cette présentation, je vais vous raconter un petit peu une histoire, l'histoire de comment on va essayer d'utiliser les connaissances scientifiques, essayer de les transformer et de les appliquer à des demandes spécifiques des parties prenantes. On va revenir dessus. Donc, tout d'abord, le centre. Donc, en reconnaissance du besoin d'expertise en écotoxicologie appliquée en Suisse, le centre Ecotox a été fondé en 2008 à la demande du Conseil fédéral et du Parlement suisse
en tant que Centre suisse d'écotoxicologie appliquée, avec un mandat spécifique au centre et au sein du domaine des écoles polytechniques fédérales. Donc la base et le point de référence pour le développement et la structure du centre Ecotox est le rapport du Conseil fédéral sur la recherche indépendante en toxicologie en Suisse, qui date de 2007, et vous pouvez aller le consulter, vous verrez en fait l'état de la toxicologie en Suisse en 2017 et quel est le mandat en fait donné pour essayer d'améliorer les conditions en toxicologie et donc en écotoxicologie donc, en Suisse. Donc, le Conseil fédéral, dans ce rapport, il définit notamment des missions pour le centre. Donc, ces missions sont d'une part de garantir le transfert du savoir-faire par la formation continue, donc au domaine de l'éducation, orientée plutôt vers la pratique et aussi de garantir ce transfert par l'information, donc l'information donnée donc aux personnes. De développer également des méthodes pour la détection et l'évaluation des effets et des risques environnementaux des polluants et de fournir une expertise scientifique sur ces outils et d'assurer également la fonction de centre de conseil en écotoxicologie pour essentiellement les autorités cantonales et fédérales et également les entreprises privées, mais d'autres aussi peuvent solliciter donc le centre Ecotox pour cela. Donc aujourd'hui, les collaborateurs du centre consacrent environ 20% de leur temps pour la formation et l'information, environ 10% en ce qui concerne le consulting, on va dire, et puis une grande partie, le reste, en fait, à la recherche, donc pour le développement et la validation d'outils et leur application, ou en tout cas leur mise en application directement dans l'environnement avec un lien fort avec les autorités. Donc, d'un point de vue organisationnel, le centre Ecotox est intégré dans le domaine des écoles polytechniques fédérales et il est hébergé par l'EAVAG, donc qui est un institut technologique de recherche sur l'eau, et également à l'EPFL, donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Tout ça pour être présent à la fois en Suisse romande et à la fois en Suisse allemande, qui est une spécificité importante du centre pour être au plus proche des parties prenantes partout en Suisse. Donc le centre est lui-même lié administrativement et rend compte annuellement à l'EAVAG, et l'EAVAG, à son tour, rend compte à son tour donc, au Conseil des écoles polytechniques fédérales au nom du centre Ecotox. La direction comprend donc le directeur et un représentant de chacune de ces institutions au sein du domaine. Et cette direction est chargée de promouvoir la collaboration avec l'EAVAG et le PFL et de veiller au respect du business plan. La gestion de la vie du centre, elle est assurée à la fois par le directeur, mais également par les différents groupes leaders. Je vais vous en parler par la suite. À cela, on a donc un groupe consultatif qui est constitué de différents membres de la Confédération, des représentants en fait, surtout des offices fédéraux, des cantons, de l'industrie et puis du monde académique. Et ce groupe consultatif, en fait, intègre les besoins des parties prenantes et donc informe le centre Ecotox de ces besoins-là, mais également est responsable de l'évaluation périodique du centre Ecotox et donne aussi son avis sur les activités du centre. Le centre dispose aujourd'hui, en tout cas en 2020, d'un budget annuel de 2,3 millions de francs suisses pour son fonctionnement. Il compte environ 17 équivalents temps plein, dont la moitié en poste permanent, et puis il est multilingue, ce qui permet d'avoir des échanges vraiment partout en Suisse, mais également au-delà de la Suisse. Dans son organisation, le centre couvre en fait
4 domaines d'expertise. D'une part, tout ce qui concerne, je dirais, le particulier, donc avec l'écotoxicologie du sol et l'écotoxicologie des sédiments. Ce qui concerne l'aquatique, donc plutôt l'eau, l'écotoxicologie aquatique, et puis l'évaluation du risque qui couvre donc ces trois autres domaines. Donc ces 4 domaines d'expertise structurent le centre et on trouvera à Dubendorf la partie administrative et la partie communication, ainsi que le groupe d'écotoxicologie aquatique et le groupe d'évaluation du risque. Et à l'EPFL, on va trouver le groupe d'écotoxicologie des sols et des sédiments, donc comme je le disais tout à l'heure, plutôt particulière, et il ne forme qu'un seul groupe entre le sol et le sédiment. Cette organisation n'entrave pas en fait les collaborations fortes au sein du centre Ecotox, puisque tout est fait pour qu'il y ait des échanges périodiques, enfin quasi journaliers entre les deux centres. Alors en ce moment, bien sûr, par Zoom, mais normalement, on fait aussi des rencontres entre nous, ce qui permet aussi de permettre de faire des projets collaboratifs entre les différents groupes et de répondre à la demande donc des parties prenantes. Donc cette organisation n'entrave pas les collaborations au sein du centre Ecotox, ni celles avec l'extérieur. Ici, je vous présente un petit peu le contexte et l'environnement collaboratif dans lequel nous nous trouvons. Donc ici, le centre Ecotox au sein du domaine des EPF et au centre même de la sphère académique. Donc le centre Ecotox non seulement échange avec les institutions du domaine, mais avec des institutions autres que celles du domaine, que ce soit les universités ou les hautes écoles spécialisées en Suisse, ou bien les institutions de recherche telles que l'Agroscope, par exemple. Et également échange avec les parties prenantes, j'appelle les parties prenantes, vous avez quelques indications ici, notamment et beaucoup avec les offices fédéraux, les autorités cantonales, les municipalités, mais également donc, les industries et bien d'autres, ce qui permet d'avoir des échanges privilégiés avec ces parties prenantes et de bien cerner les besoins dont ils ont besoin. Mais également, forte collaboration donc avec les différents pays de l'Europe, donc j'y reviendrai par la suite. Donc cet environnement, cet espace collaboratif donc, nous permet de répondre à certains challenges dont je vais parler aujourd'hui, donc des challenges pour répondre aux besoins des parties prenantes et identifier les futurs besoins et proposer des solutions très appliquées. Donc j'insiste sur le très appliqué. Pour cerner un petit peu nos domaines d'activité, donc même si vous avez vu les 4 domaines fondamentaux d'expertise, je vais vous donner ici quelques mots-clés qui couvrent un petit peu une partie de ce que l'on fait. Donc, tout d'abord, en termes de développement ou de dérivation de normes de qualité environnementale, ou alors un gros travail aussi sur l'évaluation des mixtures, des mélanges des substances que l'on peut trouver dans l'environnement. Tout ce qui concerne bien sûr la biologie, que ce soit en termes de bioaccumulation, de tests in vitro ou in vivo, que ce soit donc au laboratoire, online ou alors par des approches in situ ou même directement sur le terrain par l'application de certains bioindicateurs et l'utilisation, développement de biomarqueurs. On verra un exemple tout à l'heure. Et un gros travail également fait sur donc, les seuils basés sur les effets qui sont extrêmement importants pour pouvoir analyser, interpréter les résultats des différents outils développés. Bien sûr, le développement de concepts d'évaluation, mais on s'intéresse également à des choses extrêmement pratiques telles que l'échantillonnage et comment on gère l'échantillonnage, mais également un énorme effort sur la normalisation avec la participation à l'ISO ou à l'OCDE,
et le networking également, que l'on favorise donc à l'échelle nationale en Suisse ou internationalement. Ici, vous avez quelques exemples. Et puis, bien sûr, on participe à l'acquisition de connaissances, mais pas sur des mécanismes biologiques, mais plutôt à l'acquisition de connaissances sur l'impact plutôt de substances telles que les pesticides, ou alors l'évaluation de la qualité des effluents, ou par exemple, je montrerai un exemple tout à l'heure, sur donc l'impact des particules de pneus sur l'environnement. Donc, je vais maintenant un petit peu vous illustrer mes propos par des exemples choisis qui montreront comment nous jouons notre rôle de passerelle entre la sphère de la recherche et la sphère opérationnelle en Suisse, ce qui constitue de véritables challenges pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre aux besoins des parties prenantes, mais aussi pour identifier les futurs besoins et proposer des solutions très appliquées. Un premier exemple peut-être qui est un petit peu celui que l'on reprend souvent quand on présente le centre Ecotox, c'est le développement et la dérivation de normes de qualité environnementale que l'on appelle critères de qualité environnementale en Suisse, peu importe. En fait, le centre Ecotox est très impliqué dans le développement de ces normes de qualité environnementale, donc ces NQE. Il entretient des discussions avec les parties prenantes suisses, mais aussi élabore des échanges de données et d'informations avec plusieurs pays de l'Union européenne au sujet des valeurs écotoxicologiques, donc les données issues de tests, mais également les critères de qualité qui en sont tirés, donc les normes de qualité environnementale qui en sont tirées. Donc, en termes de recherche appliquée, ça a permis, par exemple, ces échanges, d'élaborer le CRED, qui est une sorte de système de contrôle de qualité des données, avant que ces données soient utilisées pour dériver ces normes de qualité environnementale, ce qui est extrêmement important. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par le groupe d'évaluation du risque donc au centre Ecotox, pour pouvoir contrôler la qualité des données et proposer des valeurs de normes de qualité environnementale qui soient vraiment robustes. En termes d'échanges et de discussions et sur la base de ce CRED, ça a permis par exemple d'élaborer des NQE pour plus de 90 substances et de générer des bases de données d'autres substances. La liste complète d'ailleurs des valeurs actuelles peut être téléchargée sur le site du centre Ecotox, puisque les données sont disponibles sous la forme d'un fichier Excel sur le site du centre, donc on peut le télécharger, mais aussi si vous voulez en savoir plus sur les substances et comment les normes de qualité environnementale ont été dérivées, pour chacune de ces substances, vous pouvez demander les dossiers par une demande auprès du centre Ecotox. Ce qu'on peut dire, c'est que les résultats de ces travaux, le résultat de ces travaux est que en avril 2020, et ça c'est un peu la fierté du centre et du groupe qui a travaillé là-dessus, c'est que les propositions de critères qui ont été élaborées par le centre Ecotox ont été incluses pour 19 pesticides et 3 produits pharmaceutiques sous forme d'exigences numériques dans l'ordonnance sur la protection des eaux, donc qui est l'ordonnance qui permet de donner un cadre réglementaire au monitoring et à l'évaluation de la qualité des rivières et des lacs. Donc là, on a un vrai lien entre la recherche et le transfert vers la réglementation. Mais en développant des normes de qualité environnementale, des NQE, pour chacune des substances, on se pose la question de savoir comment ces NQE pourraient-elles être utilisées pour caractériser les mixtures. Si on regarde dans l'ordonnance pour la protection des eaux en Suisse,
on voit bien qu'il est stipulé que la qualité des eaux doit être telle que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l'activité humaine n'entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des plantes, animaux et micro-organismes sensibles. Donc ça, c'est qu'un extrait de cette ordonnance-là. Mais alors se pose la question de savoir si les NQE sont suffisantes. Est-ce que l'approche mixture pourrait être utile? Donc, on a déjà, donc les cantons disposaient déjà d'une méthode permettant de prévoir le risque de mélange pour les substances ayant le même mode d'action. Mais donc le canton de Zurich et de Berne nous ont posé la question de savoir si on pouvait développer une méthode qui incluait toutes les substances et pas seulement celles qui ont le même mode d'action. Donc, si on reprend le concept pour une substance donnée, on calcule un RQ, donc un quotient risque, et en fonction de la valeur, ça permet d'apprécier l'état du cours d'eau selon une classification à 5 couleurs. C'est le système qui existe actuellement en Suisse. Pour un mélange de substances, quel que soit le mode d'action, il suffirait en fait de faire la somme de tous ces RQ obtenus pour déterminer donc le risque du mélange, le RQ mix. Mais les critères de qualité sont toujours basés, donc quand ils sont développés, sont toujours basés sur le taxon le plus sensible qui diffère d'une substance à l'autre. Par conséquent, une simple addition de tous les quotients risques pourrait amener à une surestimation du risque lié au mélange. Nous avons donc développé une approche dans laquelle les NQE ont été étiquetés en fait pour identifier quel est le groupe taxonomique le plus sensible pour chacune de ces substances. Je vous donne un exemple ici. Si on prend la terbutrine, qui est un herbicide, on a les NOEC en fonction des groupes taxonomiques pour les plantes invertébrées et vertébrées. On voit très clairement que les plantes sont extrêmement sensibles à cet herbicide. À ce moment-là, on va calculer donc notre critère de qualité et également étiqueter ce critère de qualité avec une classe. Ici, ce sera la classe P pour plante. Pour d'autres produits à l'extrême, comme le propamocarde, un fongicide, là, les différences entre les groupes taxonomiques ne sont pas si flagrants. À ce moment-là, on va les classer comme étant aussi sensibles pour les plantes, les invertébrés et les vertébrés. Le risque global du mélange de toutes les substances détectées peut alors être exprimé en tant que quotient risque pour chaque groupe taxonomique. Donc, je vous présente ici une formule un peu barbare, mais qui est assez simple à comprendre. En fait, si on regarde par exemple pour le RQ mix plante, ça signifie que seuls les composés ayant une étiquette pour le groupe taxonomique considéré, ici les plantes, donc seuls ces composés-là vont être additionnés. Dès lors que le RQ mix est supérieur à 1 pour le groupe taxonomique considéré, donc supérieur à 1, indique un niveau de risque auquel les effets sur le groupe taxonomique considéré ne peuvent être exclus. Et la valeur du RQ mix qui sera considérée sera celle qui sera la plus forte. Si on regarde cet exemple obtenu donc sur un des cours d'eau analysés donc pour les deux cantons que j'avais mentionné auparavant, de Berne et Zurich, si on prend la somme sans regarder donc les groupes taxonomiques, mais la somme de tous les risques quotients, on obtient normalement un risque quotient mix de 2,8. Si on s'intéresse aux différents groupes taxonomiques, par exemple pour les plantes, donc on va ne sommer que les risques quotients pour les plantes, là où apparaît l'étiquette P, donc pour chacune des plantes, on va obtenir 2,05, ce qui est déjà plus faible que le RQ mix. Donc, là, on voit bien qu'on a déjà amélioré l'approche risque. Comparé aux invertébrés et aux vertébrés, on voit bien que c'est le RQ mix pour la plante qui va permettre d'évaluer la qualité
de l'eau. Et ici, elle est médiocre par rapport donc, à l'échelle de valeur que l'on a utilisée. Donc, ces approches qui ont été utilisées pour ces deux cantons a pu être étendues dans un projet à plus large échelle. Qui était de regarder donc, sur le réseau NAVA. Donc, le NAVA, c'est la surveillance nationale de la qualité de l'eau de surface par les autorités fédérales et cantonales. SPEZ, qui veut dire simplement surveillance spécifique, c'est-à-dire que les campagnes de mesure limitées dans le temps servent à étudier certains problèmes particuliers et les relevés effectués dans certaines stations sont analysés plus en détail au moyen de méthodes spécifiques, telles que par exemple cette approche risque mixture ou alors l'utilisation de bioessais ou d'autres bioindicateurs, invertébrés par exemple. Donc, ce NAVA SPEZ de 2015 donc a permis d'aller regarder sur différents cours d'eau dans différents cantons. Ça fait intervenir tout un paquet d'intervenants et de personnes donc, liées à ce projet. Ce qui est extrêmement intéressant d'être directement en lien avec les opérationnels et à la fois avec les chercheurs et ceux qui ont élaboré les concepts et autres. Et ça nous a permis d'essayer d'utiliser cette méthode risque-mixture. Alors, si je prends l'exemple de données obtenues sur une année pour une rivière, donc ici vous avez la liste des substances qui ont été analysées, de l'autre côté l'échelle de risque en fonction de nos 5 couleurs, et donc tout au long de l'année, donc c'est pour les différents mois utilisés, les 12 mois de l'année, on peut calculer donc un risque quotient pour chacune de ces substances et donner une couleur. Donc ce qu'on voit là, c'est que peu importe les mois, on peut voir des différences. Des différences en fonction des mois et aussi des différences entre les substances. Des fois, elles apparaissent, elles dépassent les risques, des fois pas. Donc, ça va dépendre du déroulement de l'année. Mais si on prend en considération le risque mixture et donc nos différents groupes taxonomiques, on voit qu'il existe une pression sur les organismes tout au long de l'année, avec pas de temps de récupération pendant toute l'année. Donc, par exemple, pour les invertébrés, ils sont toujours sous pression. Ce qui a pu être vérifié d'ailleurs en utilisant une approche macro-invertébrée, en utilisant l'indice SPER, qui a montré que, parce que l'indice SPER était vraiment mauvais, que ces invertébrés étaient tout le temps sous pression. Donc on voit bien là qu'il y a, par le fait d'utiliser cette approche risque-mixture, on a pu améliorer l'interprétation du diagnostic. On peut faire la même chose sur différents cours d'eau, et on peut voir que pour certains d'entre eux, on est, en tout cas pour la majorité, pour les invertébrés, on est tout le temps sous pression toute l'année, alors que pour d'autres, on est un peu plus mitigé, ce qui permet la comparaison entre les sites et donc l'amélioration du diagnostic sur la qualité des eaux dans ces petits cours d'eau. Au final, après analyse des résultats sur ces campagnes NAVA-SPEZ 2015, donc, on est ressorti, c'est que les petits cours d'eau dans les régions soumises à une agriculture intensive sont contaminés par ces pesticides, que l'analyse des risques dus au mélange démontre l'absence de période de récupération sur certains sites, et surtout qu'il est recommandé de combiner ces approches chimiques et biologiques à l'analyse des risques de mixture pour obtenir une meilleure vision, une vision réelle de la situation. Donc, tout ça, ça fait des petits, puisque derrière, suite à ces approches-là, d'autres campagnes NAVA-SPEZ ont été mises en place. Par exemple, celle de 2017 incluait également la prise en compte des sédiments. Tout ça pour aboutir après à des discussions directement avec l'Office fédéral de l'environnement et d'élaborer des projets en cours pour proposer, par exemple, une batterie, en plus de ça, une batterie de bioessais pour compléter donc le biomonitoring NAVA.
si on regarde un petit peu ce projet qui est en cours actuellement, l'idée était d'appliquer une batterie de tests biologiques, donc proposer ça à l'Office fédéral de l'environnement, la tester grandeur nature sur des sites dont on a un fort recul, tant en termes de risque mixture, mais aussi en termes d'analyse chimique et d'analyse de macro-invertébrés et autres. Donc l'idée, c'était de tester ces applications, donc cette batterie biologique proposée, dans le cadre de ce programme NAVA sur différents sites couvrant différentes pressions. Donc, c'est aussi d'évaluer la qualité de l'eau sur la base de valeurs de déclenchement basées sur les effets, donc ces fameux seuils dont je vous parlais tout à l'heure pour les bioessais. Donc ça, c'est une approche qui est extrêmement importante pour pouvoir mieux interpréter les résultats de ces bioessais et d'identifier potentiellement les sites problématiques, mais également les substances dangereuses, en tout cas celles celles qu'on pourrait cibler. Donc on va voir avec la batterie proposée. Et puis, au terme de ce projet, se posera la question d'évaluer l'adéquation de cette batterie de test et de proposer une batterie de bioessais pour les projets de surveillance dans le futur, ce qui est le but. Donc là, on est directement dans l'appliqué, parce qu'on ne va pas développer de nouveaux bioessais, on va juste utiliser les bioessais qui sont présents sur le marché, j'ai envie de dire, et d'utiliser ceux qui potentiellement peuvent renseigner sur la qualité de ces cours d'eau ou améliorer le diagnostic de ces cours d'eau. Donc, à titre d'exemple, la batterie qui est utilisée aujourd'hui couvre différents modes d'action, on va dire, que ce soit à l'aide de tests in vitro ou in vivo, mais également de la toxicité générale. Et l'idée, donc là, oui, effectivement, aucun test n'ont été inclus en ce qui concerne l'immunotoxicité ou la neurotoxicité. C'est quelque chose qui est à voir par la suite. Il nous semble important, mais on n'avait pas sur le marché des tests qui permettaient de pouvoir le faire. L'idée, c'est de comparer donc les résultats au fameux seuil pour évaluer le risque écotoxicologique. Donc l'évaluation de cette qualité basée sur les effets devrait permettre d'une part de hiérarchiser les sites en fonction des risques écotoxicologiques, d'identifier la présence de composés dangereux, même s'ils ne figurent pas sur la liste de substances prioritaires, et pourrait éviter des analyses chimiques coûteuses sur des sites présentant de faibles risques écotoxicologiques en termes de screening. Donc ça, c'est la valeur ajoutée pour donc le diagnostic et essayer de valider cette approche. Donc juste pour donner un titre d'exemple ici pour l'œstrogénicité, comment ça se passe donc sur d'autres projets, donc en collaboration avec d'autres pays. 16 rivières en Europe avaient été analysées. Et donc, si on compare les résultats de ces 16 rivières, on voit bien qu'avec ce fameux seuil, on peut discriminer celles qui ne posent pas de problème de celles qui pourraient poser problème. Donc, ces approches-là montrent bien une fonction de dépistage très prometteuse et la détection spécifique d'effets combinés de mélange d'œstrogènes pour ce cas-là. Donc, on peut étendre ça à différents modes d'action. En termes de recherche, on va dire, au-delà de ces approches utilisant des tests donc des tests modes d'action ou de toxicité générale qui sont disponibles sur le marché, on peut aussi, on apporte en fait, le centre Ecotox travaille aussi pour apporter d'autres solutions futures ou prévoir les besoins futurs, par exemple en termes de bioanalytique pour aller rechercher la cause de ces effets, en essayant d'identifier les causes de ces effets, par exemple avec des approches bioanalytiques type EDA, donc Effect Directed Analysis, qui permettent de cibler en fractionnant donc, les échantillons, d'aller chercher réellement quel type de substances ont pu permettre d'obtenir ces effets. Donc on travaille, nous, sur le développement, par exemple, d'une approche type chromatographie
couplés à ces bioessais in vitro. Donc là, on a notre bioessai in vitro qui, normalement, on utilise des extraits d'échantillons que l'on dilue et on obtient nos courbes dose-réponse et on compare ce qu'on obtient avec ces EBT. L'idée, là, c'est de passer à quelque chose d'un peu plus complexe et de fractionner donc, nos échantillons. Donc, à partir de là, on pose l'échantillon. L'échantillon va permettre d'être fractionné sur lui-même. On vient sprayer dessus les organismes utilisés pour le bioessai. S'ils réagissent, la bandelette apparaît, mais cette bandelette-là veut dire que ça correspond à un groupe de substances qui provoque ces effets. Et donc, par la suite, on va aller récupérer cette bandelette-là, faire une analyse non ciblée et essayer de voir quel type de substances ont provoqué ces effets. Donc ça, c'est en cours de développement. D'autres approches complémentaires donc, au monitoring, les approches biomarqueurs, bien sûr, où on travaille aussi sur les biomarqueurs moléculaires, par exemple chez la truite, avec le développement de puces qui pourront être utilisées pour directement aller voir si on observe donc un changement chez les truites et donc essayer d'améliorer le diagnostic environnemental. Donc, je ne vais pas vous présenter l'ensemble de tout ce qu'on fait au centre Ecotox, mais ça vous montre qu'il y a une partie qui est très appliquée, mais d'autres parties où on essaie d'avancer pour promouvoir, fournir des outils dans le futur qui seront extrêmement importants à intégrer pour améliorer ce diagnostic. Autre histoire, autre contexte, j'ai envie de dire, c'est celle des sédiments. Donc une longue histoire au centre Ecotox, mais qui est extrêmement intéressante parce que ça a amené aujourd'hui à la publication bientôt d'un guide permettant d'évaluer la qualité, donnant en tout cas des recettes pour évaluer la qualité des sédiments en Suisse. Donc le sédiment, comme vous le savez, constitue un compartiment aussi important pour les écosystèmes aquatiques. D'ailleurs, il apparaît aussi dans l'ordonnance suisse pour la protection des eaux ou en tant que tel dans d'autres textes réglementaires en Suisse. Donc c'est intéressant de pouvoir le prendre en considération. Cependant, bien que des programmes nationaux de surveillance tels que NAVA, par exemple, dont je vous ai parlé avant, existent pour l'eau, ça n'existe pas encore pour les sédiments. Donc, même s'il y a des données disponibles aujourd'hui par les cantons, et ces données disponibles montrent parfois que la contamination des sédiments est réellement présente en Suisse. Donc en 2010, on avait réalisé un questionnaire qui a été préparé avec des questions ciblées et aussi à l'aide du groupe de discussion donc à l'échelle nationale et internationale, qu'on avait appelé qualité des sédiments en Suisse. Et ce questionnaire a permis d'avoir un aperçu des activités concernant l'évaluation de la qualité des sédiments dans les différents cantons qui ont répondu à ce questionnaire-là. Donc, c'est une vraie approche participative, c'est-à-dire que là, on va vers les cantons, on leur pose la question de savoir ce qu'ils font, et par la suite, évaluer les réponses de ces questionnaires pour aller de l'avant et proposer quelque chose. Donc, si je vous montre très rapidement les résultats de ce questionnaire, c'est que ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que la majorité des cantons interrogés faisaient uniquement de la chimie, mais souligné, ce qui était souligné dans ce questionnaire, c'est qu'il n'y avait pas d'harmonisation concernant l'échantillonnage et non plus pas de recommandation de critères de qualité basés sur les effets écotoxicologiques pour pouvoir comparer les réponses obtenues. Pour l'écotoxicologie quasi anecdotique à l'époque et très peu aussi concernant l'écologie. Donc là, pas de recommandation sur les outils écotoxicologiques et on a pointé du doigt le fait que la bioindication était peu ou pas utilisée pour l'appréciation de la qualité des sédiments. J'entends des sédiments fins, pas l'utilisation des macro-invertébrés comme on le fait. Ce questionnaire aussi avait permis de prioriser
les besoins et intérêts des cantons. C'est-à-dire que les cantons, pour eux, il fallait absolument une méthode, harmoniser les méthodes d'échantillonnage et de pré-traitement de ces échantillons, et puis également avoir des critères de qualité. À partir de là, on a réfléchi au développement d'un concept pour aider les cantons à l'évaluation de la qualité la qualité des sédiments. Et en 2015, donc avec l'Office fédéral de l'environnement et les AVAG, on a lancé ce projet module sédiments pour le développement d'une stratégie d'évaluation de la qualité des sédiments. On est en 2021 aujourd'hui, vous allez voir les résultats. Donc ce concept était d'une part d'avoir une première phase qui s'intéressait vraiment aux besoins directement de ce que les cantons avaient besoin. Donc plutôt un système d'évaluation d'état chimique, comme je le disais tout à l'heure, en harmonisant l'échantillonnage et en développant des critères de qualité. Mais nous, on a réfléchi aussi à plus long terme avec une phase 2, une phase 3, une phase 2 incluant bien sûr les bioessais et donc la bioindication, et une phase 3 qui est plus par l'intégration de l'hydrodynamique des systèmes, c'est-à-dire pour mieux évaluer le risque de ces sédiments, il faut comprendre aussi comment ils se déplacent dans ces rivières-là. On n'en est pas encore là pour l'instant, donc on vient juste de finir la phase 1. Donc, la phase 1 s'est déroulée essentiellement en 2 work packages, donc ce que je disais tout à l'heure, pour aboutir à des recommandations d'une part méthodologiques sur l'échantillonnage et le pré-traitement des sédiments et des recommandations pour les critères de qualité à utiliser. Et des critères de classe aussi, donc ces fameuses couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure, en lien avec l'approche du système modulaire gradué en Suisse, qui est un petit peu la petite DCE appliquée à la Suisse. Donc pour ce premier work package, donc on a essentiellement réalisé des revues de méthodologie d'échantillonnage. On a acquis aussi des données relatives à la variabilité des méthodes utilisées et fait une synthèse et révision de la méthode qu'on allait proposer dans un guide. Également, développement de critères de qualité en essayant de suivre un petit peu l'approche qui a été réalisée pour l'eau. Ici, juste pour vous montrer l'implication qu'on impliquait aussi directement les parties prenantes, c'est-à-dire les cantons, c'est que lors d'un premier établissement donc, de la méthode qu'on aurait aimé proposer, on a invité les cantons à comparer les méthodes qu'ils utilisaient eux en termes de qualitativement et semi-quantitativement. Donc, on les a invités à venir sur le terrain, sur différents endroits. Donc là, 8 cantons ont répondu à l'appel. Donc, on est allé sur différents sites, une bonne douzaine de sites, présentant des problématiques et des sources de pollution différentes, différents substrats également, parce que c'est une réalité lorsque l'on va échantillonner sur le terrain, mais également les différents outils utilisés donc, par les cantons. Et comparer tout ça à un premier jet de la méthode qu'on allait proposer. Donc, je ne vais pas aller dans les résultats, c'est juste pour vous montrer l'implication de ces cantons à ce niveau-là. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on avait traité les résultats, c'était de revenir avec une nouvelle version de la méthode qu'on allait proposer pour harmoniser cet échantillonnage à l'échelle de la Suisse, et d'aller sur un site et demander à 8 opérateurs de différents cantons de venir et de tester la méthode, tester la variabilité de cette méthode-là et nous renseigner si effectivement cette méthode pouvait être applicable donc sans trop de variabilité par les différents opérateurs dans les différents cantons. Pour le deuxième work package, c'était de sélectionner les substances à cibler et développer des critères de qualité. Alors, il est évident que, vu le nombre de substances qui existent dans le monde et celles qui peuvent aussi se retrouver dans le sédiment, on n'allait pas développer des critères pour tous, mais faire une sélection de substances qui étaient dont on avait une forte probabilité, dont on allait connaître la forte probabilité de les retrouver
dans les sédiments. Donc là aussi, approche très pragmatique à partir d'une liste de substances candidates, environ 1000, sur un premier tri, donc en prenant en compte certains critères tels que celles surveillées par les cantons, les sites contaminés, les sites prioritaires les substances prioritaires de la DCE, les pesticides autorisés, ceux qui ne sont pas autorisés, toute une liste comme ça qui nous a amené déjà un premier tri, aussi en intégrant les données d'exposition, les propriétés physico-chimiques, un premier tri diminuant le nombre de substances, et ensuite une catégorisation, une hiérarchisation de ces substances-là. Vous pourrez retrouver donc, comment on a fait dans les publications à cet effet. Tout ça pour arriver à une vingtaine de substances pour commencer, vingtaine de substances pour développer donc ces fameux critères de qualité pour la suite. Approche qui a été validée par un groupe d'experts international à l'échelle nationale, dont des représentants des cantons, des offices fédéraux, de la sphère académique de recherche, mais également des experts donc hors Suisse. Et puis ensuite, on a développé ces critères de qualité. Donc le guide technique aujourd'hui est en phase de finalisation. On est en Suisse, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut le traduire dans les différentes langues officielles du pays. Donc là, on est dans cette phase-là. La date de publication sera prévue donc fin 2021. Vous le retrouverez en anglais, en français et en allemand. Donc il peut être utilisé, ou en tout cas transporté hors frontières. Juste pour vous donner une indication de ce qu'on peut trouver dans ce guide, c'est aussi la matrice de conception de l'étude. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais simplement pour orienter en fonction des études, recommander de quelle manière on va échantillonner, on peut échantillonner et si on a le droit de comparer aux différentes classes aux différents critères de qualité développés. Donc ça, c'est une aide très précieuse pour concevoir l'échantillonnage qui sera réalisé. On propose aussi une approche par étape qui a été réfléchie. Et donc là, pour l'instant, on est au niveau 1 de l'étape, donc qui fait intervenir uniquement la chimie et les critères de qualité. Et en fonction des réponses à ce niveau 1, passer à un niveau 2 qui fait intervenir donc, les différents outils tels que les bioessais et la bioindication. Donc pour le niveau 1, pour la chimie, donc un petit exemple ici simplement que l'on retrouve donc notre calcul de risque quotient comparé qui va permettre de donner une couleur donc au sédiment et renseigner sur la qualité de ce sédiment. Là aussi, on donne une recette pour l'application de ces critères de qualité, puisque ces critères de qualité ont été établis et dérivés pour du sédiment donc avec un carbone organique total de 1%. Donc, en fonction du site et de ce qu'on mesure sur le site, peut-être qu'il y a une normalisation à prévoir avant de le faire. Donc, tout ça, c'est donné dans la recette du mais bien sûr, en parallèle, on ne va pas attendre le développement de la phase 2 et donc pour permettre d'utiliser ce niveau 2, on a des projets qui permettent aussi de continuer à développer ou de tester différentes approches, différents bioessais pour voir ceux qui seront les plus à même à être utilisés. Par exemple, on avait fait une étude sur l'utilisation du test Ostracode pour donner une idée de la qualité du sédiment couvrant donc l'aimant, donc pour un screening. On a également utilisé des bioessais pour acquérir de la donnée pour les substances, donc améliorer les données pour la dérivation des critères de qualité pour l'environnement.
Intégrer aussi, je vous en avais parlé tout à l'heure de Navajpes 2017, donc l'idée d'intégrer une batterie de bioessais pour les sédiments, qui va être testée aussi ultérieurement, et travailler sur les seuils de toxicité de ces différents bioessais pour une meilleure interprétation des résultats. D'ailleurs, ce projet-là, effectivement, est intégré aussi dans le projet pilote NAVA pour essayer d'élaborer une batterie de bioessais pour le milieu aquatique, et donc incluant les sédiments par la suite. Mais aussi du développement innovant pour la bioindication, par exemple, où on a un gros travail qui est fait sur l'utilisation des barcodes ADN pour améliorer l'utilisation de bioindicateurs qui ont été un petit peu oubliés, par exemple les oligoquettes, où c'est très difficile de les identifier morphologiquement. Donc, il faut une certaine expertise pointue pour aller jusqu'à l'espèce. Donc, nous, on a travaillé sur le développement d'une approche ADN qui, maintenant, est en passe d'être validée à l'échelle, à plus large échelle sur la Suisse. Et on travaille aussi à la préparation pour une normalisation permettant ces approches-là. Je parle un petit peu de consulting, juste pour dire que vous avez les différentes histoires qu'on a pu avoir, soit pour l'eau, soit pour les sédiments, par exemple, pour essayer d'inclure, en tout cas de faire le transfert de cette connaissance et l'utilisation de façon appliquée de ces outils pour les opérationnels. Si on parle de consulting, par exemple, on a été, il y a quelque temps déjà, approché par le World Business Council for Sustainable Development, qui représentait donc différentes industriels producteurs de pneus, où on nous a posé la question de savoir s'il y avait des manques dans la recherche pour évaluer l'impact possible des particules de pneus. Donc, basé sur ce consulting-là, ça a permis de générer ou d'avoir l'opportunité de proposer des projets qui permettent de répondre un petit peu à ce manque d'informations sur l'impact possible des particules de pneus sur l'environnement. Je n'ai pas parlé de sol jusqu'à présent, je pourrais continuer encore vous parler de tout ce qu'on fait au centre Ecotox, simplement pour vous dire que là, on est sur un gros projet, là encore, en lien direct avec les autorités, en lien aussi avec un large plan d'action visant donc à la réduction du risque et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires, et on nous a demandé de concevoir donc une approche pour évaluer la qualité des sols agricoles essentiellement, avec une même recette que pour les sédiments, c'est-à-dire d'une part l'élaboration de critères de qualité pour les sols, ce qui avait été complètement oublié donc en Europe, donc on remet ça au goût du jour, mais également l'élaboration d'une boîte à outils de bioindicateurs permettant de renseigner sur la qualité de ces sols-là, et avec une approche en multi-collaboration qui doit permettre, au bout d'un certain nombre d'années, à avoir ce concept utilisable et permettant de renseigner sur le monitoring et le biomonitoring sur la qualité des sols agricoles suite à la diminution de l'utilisation des pesticides. Un petit mot sur les formations continues qu'on peut avoir. Donc là, prochainement, voilà ce qu'on fait pour toute personne qui voudrait en connaître plus sur l'écotoxicologie. Donc d'une part, un cours biomarqueur, donc je vous le mets là à titre anecdotique, à moins que vous parliez allemand, vous pouvez y participer. D'autres seront faits dans le futur en anglais et en français. Prochainement, on a un cours d'introduction sur l'écotoxicologie donc où tout le monde peut s'inscrire. Sans oublier l'information également, grosse partie qui est développée ici au centre Ecotox. D'une part, en allant, vous pouvez télécharger tous les rapports que l'on utilise.
naviguer sur la web page pour donc aller chercher les informations sous forme, par exemple, de fiches. Ici, par exemple, une des dernières était sur l'impact des mégots de cigarettes. On faisait un petit peu le point là-dessus, mais également sur toutes les publications scientifiques et appliquées également produites. Sans oublier donc le centre Ecotox News, donc qui est notre lettre que l'on produit 2 fois par an et qui fait un petit peu état des projets qu'on a en cours, mais aussi de ce qui se passe autour de nous concernant l'écotoxicologie, et c'est digéré de manière à être facile à lire. Et puis aussi, là, je vous ai mis, vous voyez défiler une petite vidéo, j'espère, sur votre écran. On produit aussi, enfin on produit, non, on a demandé donc à des personnes qui sont habilitées à faire ça de venir filmer de quelle manière, par exemple, on fait les bioessais à titre informatif. Ça peut aider les laboratoires à mieux comprendre comment lire donc, les protocoles, mais également voir concrètement comment ça se passe, et donc on espère augmenter donc, ce nombre de petites vidéos qu'on mettra, qu'on peut voir déjà en ligne sur le site web. Voilà, je voudrais terminer simplement pour résumer tout ce que j'ai dit. J'espère que je n'ai pas été trop long. Simplement que les challenges qu'on a au centre Ecotox, comme je pense dans la plupart des laboratoires qui font l'écotox appliqué ou à visée opérationnelle, c'est bien sûr de répondre aux besoins des parties prenantes, tout en identifiant aussi les futurs besoins et proposer des solutions très appliquées dans un contexte qui est réglementaire avec des enjeux sociétaux. Et il faut trouver cet équilibre-là, mais vraiment être à l'écoute des besoins et être aussi capable d'intégrer donc la connaissance qui est produite par les sciences telles qu'elles sont, et de transformer tout ça pour que ce soit utilisé le plus simplement possible, et encore une fois dans ce contexte réglementaire et d'enjeux sociétaux. Je terminerai au final juste pour dire que les challenges peuvent être compliqués des fois. On s'est attaqué à ce challenge avec Stéphane il y a quelques temps déjà, et d'autres collègues de différentes institutions, pour essayer d'essayer d'évaluer la qualité des sédiments dans le lac Léman, par exemple, et proposer, ou en tout cas utiliser des outils, de nouveaux outils, ou donner une perspective à ces outils-là et comment on peut les utiliser dans le futur. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur ce projet dans le futur, et peut-être que d'autres parmi vous peuvent rejoindre donc l'embarcation, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, j'ai vraiment terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, un grand merci aussi à toute l'équipe du Centre Ecotox qui m'ont prêté donc, ces différentes slides que j'ai assemblées. Et donc, c'est un travail d'équipe, et je tiens vraiment à le souligner, de l'implication en tout cas de tous mes collègues. Voilà, je vous remercie. Merci Benoît. Bon, c'est bien, on voit que tu n'es pas devenu complètement suisse parce que tu as un peu dépassé ton temps quand même. Donc, tu as encore un côté français. Non, je le cultive. Du coup, il y a quelques questions là déjà qui sont apparues dans le chat. Bon, il y en avait une de Bernard Clément et de Marina Coquery concernant la mise à disposition des rapports, des articles et tout ça, mais tu y as un petit peu répondu dans ta présentation, hein. Tout est disponible sur votre site internet. Oui, totalement. Donc là, vous pouvez naviguer, il n'y a rien de confidentiel, donc tout est publié, bon, à part ce qui est vraiment confidentiel, hein, bien sûr, mais tout est publié, tout est téléchargeable sur le site, les différents rapports, les différentes publications, les articles de vulgarisation. Bien sûr, vous pouvez aussi parcourir les différentes Ecotox News que vous pouvez aller charger et télécharger sur le site. Et pour les NQE, donc pour les normes de qualité environnementale, là, on donne juste le fichier Excel qui peut être téléchargé directement.
Mais pour chacune des substances, si vous voulez le dossier originel, là, il faut envoyer un petit mail donc, à Info Centre Ecotox pour demander à avoir accès à ce dossier-là. Ok, ben, ça fait très bien la liaison avec une autre question de Bernard, justement, qui concernait les NQE, qui demandait en fait comment se positionner les exigences de qualité pour les milieux aquatiques, comment la Suisse se positionnait par rapport aux autres pays de l'Union européenne et comment vous vous inspiriez ou non des NQE européennes. Alors, il y a un échange qui est, extrêmement fort puisqu'on participe, donc au groupe de travail produits chimiques donc, de la DCE donc à l'Europe. Donc, on fait partie de ce groupe-là. On participe donc également à des rencontres multilatérales avec les pays, donc ces rencontres informelles qui permettent d'échanger sur la manière de faire, de développer les approches, de suivre les approches DCE en fait pour le développement de critères de qualité. À ceci près que, comme je vous en ai parlé dans la présentation, c'était de développer aussi, donc ça a été un développement qui a été fait aussi en collaboration avec d'autres pays, ce fameux CRED pour essayer d'avoir un contrôle de qualité en quelque sorte des données utilisées pour le développement de ces NQE. Après, par rapport au positionnement, il y a certaines substances qui sont reprises, bien sûr, de la DCE, mais il y a d'autres substances aussi qui sont très spécifiques et avec des besoins spécifiques en Suisse. C'est pour ça qu'on a une liste de substances qui a été développée dans ce contexte-là. Ok, j'ai encore une question là de Pierre-François Stop. Donc, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je peux aussi vous donner la parole. Donc, il y avait une question de Pierre-François qui demandait si vous aviez établi des corrélations entre les bioessais d'une part et l'indice ou d'autres indices de biodiversité dans vos travaux, en fait, pour voir comment ça collait ou pas. Entre les bioessais et les… Oui, alors… entre bioessais et indice communauté. Oui, d'accord. Donc là, j'ai envie de dire que c'est en cours. Oui, sur des projets passés. Alors là, je n'ai pas de résultats à vous montrer moi, mais dans certaines publications, je crois que ça apparaît, si ma mémoire est bonne. Oui, dans ces approches Navage-Pets, par exemple, donc, ont été comparés non seulement certains bioessais avec des indicateurs, que ce soit des bioindicateurs ou même des approches in situ, des bioessais in situ. Donc là, ce travail est en construction, on va dire. Et pour l'instant, on capitalise sur ce qui est important, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'existant, donc les bioessais existants, comme la liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Et dans le futur projet qui arrive là, justement, un des résultats attendus aussi, c'est cette comparaison avec des indices macro-invertébrés et autres utilisés sur ces mêmes sites de Navage-Pets tout en même temps. En plus, non seulement pour l'eau, mais également pour les sédiments, pris donc à notre charge, développés à notre charge. Merci. Je ne peux pas répondre de façon précise, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de documents qui sont sortis là-dessus. Du coup, je vais donner la parole à Jean-Philippe Bedel qui lève la main. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, bonjour, merci pour la présentation, très sympathique. Bonjour. J'avais une petite question plutôt pour avoir votre avis. Quand on fait les mélanges, en fait, quand on fait des quotients de risque ou quoi par mélange, on donne un poids à la molécule qui est lié en fait à des qualités, on va dire, de dangerosité ou des mesures de BOC, d'effet, etc. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte plutôt la partie, c'est parce que la molécule est présente, mais l'accessibilité, voire la disponibilité de la molécule, et du coup des mélanges de ces molécules dans des matrices complexes type sédiments. Vous apportez ça comment? Alors, on l'aborde comme on peut, en tout cas pas pour les modèles qui sont utilisés.
En revanche, derrière, l'utilisation donc de bioessais ou autres en travaillant directement sur ces matrices-là et donc en termes de bioaccumulation dans les organismes, on répond déjà en partie à ça, mais donc une partie faite au laboratoire. On explore depuis longtemps, bon, c'est un de mes dadas que j'essaie de continuer, de travailler sur les tests in situ pour répondre à ça. Et puis après c'est aussi l'utilisation d'échantillonneurs passifs et autres qui peut donner une idée de cette biodisponibilité de ces substances-là. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un seul outil qui va pouvoir répondre, c'est vraiment une association d'outils et surtout l'expertise qu'on va mettre derrière pour l'interprétation des résultats. Donc, il y a un gros travail à faire, non seulement scientifique, mais aussi de mâcher les choses pour que les opérationnels soient séduits par les outils et les batteries d'outils qu'on peut utiliser en leur mâchant le travail par l'interprétation des résultats qu'on peut sortir de cette batterie d'outils. Parce que c'est un peu le challenge, enfin en tout cas en discutant avec les personnes, avec les autorités ou les opérationnels qui vont utiliser ce type d'outils ou alors qui vont solliciter des entreprises qui possèdent ces outils-là à être utilisés sur le terrain, c'est de pouvoir leur faciliter l'interprétation des résultats et leur montrer cette plus-value-là. Donc, il y a un gros effort de communication à faire là-dessus. Ok, merci. Moi, j'avais une question. Écoute, je vais en profiter comme il n'y a pas trop de mains levées. On parlait de choses un peu moins intéressantes, mais l'aspect financier, en fait. On voit bien que dans ce que tu présentes, développer des indicateurs en intégrant aussi de comment on prélève, comment on analyse les résultats, tout ça, ça prend du temps. On voit par exemple l'exemple de module sédiment, ça a commencé déjà depuis plus de 5 ans et on a fini que la phase 1. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours une question pour nous, quoi, de se dire maintenant, avec le fonctionnement de la recherche qui fonctionne uniquement par projet de courte durée, comment on peut faire, nous, académiques, pour contribuer en fait, à ce type de développement. Et du coup, ma question, c'était comment vous êtes financé en fait, quand vous avez des demandes comme ça sur le long terme. Est-ce que c'est avec vos crédits récurrents, parce qu'en fait, c'est vos missions qui sont comme ça, ou est-ce que dès le départ, il y a une estimation du temps passé et les commanditaires vous financent en fonction? Comment ça marche? Alors, on a cette chance d'avoir une partie de l'argent qui nous est attribué à dépenser dans des projets un petit peu risqués, on va dire, d'une part, mais également on a le fait d'être très proche des autorités, d'être très proche de l'opérationnel, etc. Ils viennent facilement, bon, en tout cas, ça marche très bien en Suisse, hein, ils viennent facilement vers nous et aussi financent facilement les études à partir du moment où ce côté très appliqué, ils sentent qu'ils vont pouvoir s'en servir. Donc, en fait, on est vraiment sur ce côté-là. Donc, on a 2 financements, le financement externe, bien sûr, et nos propres financements pour initier des choses. Généralement, on initie des choses en projet pilote. Et ces projets pilotes-là nous permettent d'amener des données, d'amener des preuves que ça vaut le coup de continuer. Et après, tout ce qu'on amène, c'est discuter aussi donc, dans des groupes de travail directement en lien avec les autorités pour savoir si ça vaut le coup ou pas de développer ça. Donc, j'ai envie de te dire qu'on a cette chance en Suisse de pouvoir le faire. Donc, après, pour vous, de votre côté, on voit comment la recherche évolue. Et effectivement, ça devient de plus en plus dur de trouver des fonds. Là, je ne sais pas trop, je ne sais pas quel conseil je pourrais donner. Moi, je dirais que demandez à vos tutelles de vous prévoir une réserve d'argent qui vous permette de faire ce type de projet pilote qui vous permettra peut-être de mieux vendre les projets futurs et appâter les personnes. Oui, je vois le petit smiley qui pleure, enfin qui rigole
Christo, mort de rire. Voilà, c'est très dur, mais on en est là, quoi. Mais je crois que la mise en réseau, et puis à un moment donné, dès qu'il peut y avoir des fonds, je crois qu'effectivement la mise en réseau, le partage aussi de certaines plateformes peut diminuer les coûts, plateformes d'analyse, j'entends. Un vrai réseautage qui permet de mettre en commun chacun un petit peu de son budget pour pouvoir initier des choses. Je crois que c'est plus que la question du coût, je crois que c'est vraiment la question de la temporalité en fait, qui est difficile à mettre en œuvre. En fait, dès qu'on veut faire du large échelle, de la validation et tout ça, on sait que ça prend. Et on voit avec l'exemple de l'outil Gamard développé par mes collègues d'Ecotox, il y a eu plusieurs thèses qui se sont enchaînées. Et parce que voilà, ils ont mis le paquet dessus dès le départ, mais on ne peut pas toujours le faire, ou on peut peut-être de moins en moins le faire en fait. Donc, c'était juste une petite remarque comme ça. Il y avait une question de Davidé. Je vais lui donner la parole. Je suis sûr qu'il va être content de te parler, Davidé, si tu veux poser ta question de vive voix. Directement, je l'ai vu apparaître, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. Oui, je veux. Merci beaucoup, Stéphane. Ciao. Bonjour à tout le monde. Ciao, Benoît. Merci bien pour tout cette overview des activités du Centre suisse d'Ecotox. C'était très intéressant. Oui, bon, tu connais mes activités. Tu sais que je m'intéresse surtout aux éléments transmétalliques. Donc, je m'ai posé la question, comment en Suisse, les cantons, par rapport aux éléments traces, essaient de prendre en compte la variabilité des concentrations de background. Surtout qu'en Suisse, la géologie, c'est très varié. Est-ce que vous avez été sollicité pour ça ou comment ça se passe? Alors, non, on n'a pas été sollicité, mais Carmen Casado, que tu connais, avait travaillé un petit peu sur le sujet pour essayer de faire ressortir justement que l'application stricte de certaines normes de qualité environnementale, certains seuils utilisés pour définir si on a un impact ou pas, pouvait ne pas être utilisable en Suisse dû justement à ce background-là. Donc en fait, là on s'est un petit peu tourné vers des approches qui sont peut-être classiquement utilisées en Europe par rapport à ça, sans aller plus loin. Et ça reste une vraie question en fait. Ça reste une vraie question aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire. Dans le guide qui sera proposé, on mentionne ça. On mentionne qu'à certains niveaux, il faut prendre juste le background, parce que ce n'est pas la peine de prendre un seuil en fonction de l'endroit où on se trouve, d'appliquer telle ou telle méthode. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, a priori, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, si j'en ai raté, mais je ne crois pas. Il n'y a plus de main levée non plus. Ah, si, il y a une main levée. Ah, si, il y a des mains levées que je ne voyais pas. Juliette. Oui, bonjour. Bonjour, rebonjour Benoît. Bonjour à tous. Rebonjour Juliette. Merci pour ta présentation très, très intéressante, très sympa. Juste pour revenir sur les approches par taxon, par groupe de taxons, quelle différence ou similitude tu fais avec les approches indices biotiques de la DCE et l'approche que tu présentes? Les différences, question piège là. Ça allait quand même pas être facile. Ouais, c'est ça. Non, mais on les a. C'est pas moi, c'est le groupe Risk Assessment du centre Ecotox qui a travaillé là-dessus. Et donc, c'est simplement que pour chacun de ces groupes, sont pris en compte les données utilisées pour concevoir les dossiers et pour dériver les normes de qualité environnementale. Donc en fait, ça, c'est pas en lien directement avec
avec ce que tu dis. C'est simplement qu'on répartit donc la sensibilité en fonction de ces groupes. Donc, voilà, c'est une approche qui est pragmatique plus qu'autre chose. Et du coup, est-ce que la donnée est moins agrégée et plus sensible? La donnée est moins... Je pourrais pas te dire, là. Là, tu rentres trop dans le détail pour moi, vu que c'est pas mon expertise, mais si tu veux en savoir plus, tu peux discuter directement avec Marion Newgans qui a développé ça. Donc ces approches sont en tout cas assez robustes pour montrer, ou en tout cas là on est dans des approches qui fonctionnent pas trop mal lorsqu'on va aller chercher de l'indice du bioindicateur sur le terrain et comparer avec ce que montre cette approche mixture, ce que montre cette approche mixture en termes de pression. Et ce qui est important, finalement, c'est de montrer la pression, s'il y a vraiment une pression tout au long de l'année, qui va montrer que tes organismes n'auront pas le temps de récupérer. Et ça marche dans ce cas-là, en tout cas. D'accord. Ok, merci. Et sinon, moi, je suggère de prendre l'argent en Suisse pour faire les manifs en France. Mais bon, c'est une proposition. Stéphane a essayé. Elle est presque réussi. Non, il en a amené. Ouais. Parfait. Bon, bah là, a priori, il n'y a plus de main levée. Est-ce que... Alors, je tiens à dire simplement que mon domaine d'expertise est plus sur le sédiment. Après, toutes les approches que je vais vous présenter là sont, bien sûr, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à contacter mes collègues directement. Ils seront ravis de pouvoir répondre aussi à vos questions. Moi, je me fais je ne joue que le rôle de personne qui présente ces différentes activités. Jean-Philippe, qui veut savoir comment on prend... Ouais, j'ai juste une petite dernière question. C'est plus Vous avez une certaine pratique dans les programmes Hubert Curien ou Germaine de Staël, là, en collaboration franco-suisse, dans des accueils de doctorants ou de chercheurs, d'échanges? Ouais, avec les AVAG et le PFL pratiquent beaucoup ça. Ok. Nous, directement, comme ça, oui, on peut accueillir, c'est pas un problème. Mais je sais que ça se fait, oui, ça se fait. Ouais. Ah, parce que géographiquement, on est assez proches et les thématiques sont vraiment Oui, complémentaires, c'est etc. clair. Donc, ça vaudrait le coup un jour ou l'autre de prendre le temps de il y a déjà des choses de construites, de réussir à. En plus, on a le URH2O qui est un bon support derrière en termes de lisibilité et de concentration de la science. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faudrait peut-être envisager. Après, le YACA, on connaît. Non, mais oui, tout à fait. Vas-y, Stéphane. Non, juste ce que j'avais compris, par contre, parce qu'on en avait un petit peu discuté déjà ensemble, c'est que par contre, dans vos missions, il n'y a pas le financement, le cofinancement de thèses, de porter des thèses par vous-même, hein, c'est ça? Non, ça c'est pour ça que je réorientais vers le monde académique autre, c'est-à-dire le PFL, les AVAG, enfin les instituts du domaine des EPF, et les universités et les hautes écoles spécialisées qui sont à peu près la sphère académique suisse en fait. Et donc là, ça marche. En revanche, nous, ce qu'on peut faire, c'est sur certaines thématiques, c'est d'accueillir les étudiants, qu'ils soient en master ou en doctorat. Ça, c'est pas un problème. Ça. Mais on ne porte pas de thèse. Ou alors, on intervient en co-direction, mais il faut qu'il y ait une question appliquée derrière, plus que de recherche fondamentale, ou même si elle tire sur l'appliqué. Voilà. Parce que ce n'est pas notre mission. En tout cas, le centre n'a pas été conçu pour ça de cette manière-là.